La désinformation est partout dans l'actualité et sur les réseaux sociaux. Comment la démasquer? C'est ce que tenteront de faire nos bibliothécaires. Bonjour, nous sommes Mylène et Marie-Josée, bibliothécaires à l'UQTR. Vous écoutez le balado du service de la bibliothèque, Se prémunir contre la désinformation, épisode 2. Le vocabulaire lié à la désinformation. Dans cet épisode, nous vous présenterons différentes facettes de cet écosystème. Commençons par expliquer la différence entre la désinformation et la mésinformation. La diffusion intentionnelle de fausses informations dans le but de tromper, manipuler ou nuire, c'est de la désinformation. La mésinformation, quant à elle, va aussi amener des gens à diffuser de l'information fausse ou inexacte, mais sans intention de nuire. Une personne qui agit ainsi va souvent croire l'information qu'elle consulte ou diffuse. Il n'y a pas de but malveillant derrière. Souvent, c'est soit une erreur ou une mauvaise compréhension. Il y a 4 principales raisons pour créer des fausses nouvelles. Il y a pour des raisons financières, pour des raisons politiques, pour des raisons psychosociales et aussi pour faire rire. Une des façons de faire de l'argent avec une fausse nouvelle, c'est de créer un titre complètement sensationnaliste pour piquer la curiosité des gens et les inciter à cliquer. On nomme ces titres des clickbait ou des pièges à clics. Quand on clique sur ce type de nouvelle, on est dirigé vers des publicités et on se rend compte que la nouvelle importait peu finalement. Il y a tout un monde qui tire profit de cet univers-là en essayant de convaincre des publicitaires que leurs sites web sont très achalandés. À chaque fois que vous cliquez sur un piège à clics, vous encouragez cette industrie. Dans le milieu de la culture, là, ça arrive souvent sur les réseaux sociaux avec des titres accrocheurs comme « Elle ne ressemble plus du tout à cela ». En effet, il y a aussi, pour des raisons politiques, pour manipuler l'opinion publique à des fins de stratégie. La bonne vieille propagande dont on a discuté à l'épisode 1, qui existe depuis longtemps déjà et qui s'est adaptée au web et aux réseaux sociaux. Par exemple, il y a tellement de fausses informations qui circulent aujourd'hui que le réseau ABC a instauré un système de vérification des faits en direct pendant le débat présidentiel de septembre 2024. Il y a aussi pour des raisons psychosociales. C'est souvent des gens qui se sentent frustrés ou considèrent qu'on les exclut de la société. L'image qu'on voit souvent par rapport à ce type, c'est un homme relativement jeune, blanc et en colère. Leur façon de se rebeller, c'est de créer une espèce de chaos pour voir jusqu'où ils peuvent aller, se faire remarquer, créant aussi parfois un climat de peur en s'en prenant à certains groupes sociaux qu'ils vont pointer comme responsables de leur malheur. Je vois ce que tu veux dire, là, les groupes d'extrême droite là, pourraient en faire partie. Oui. Puis la dernière raison, c'est pour faire rire simplement. On trouve dans cette catégorie les journaux satiriques et certains sites web qui font de la parodie à partir d'éléments inventés. Ah oui, je me souviens, le journal de Montréal, le Revoir, dans lequel on pouvait lire des nouvelles loufoques, mais construites comme des nouvelles sérieuses. Mais l'intention derrière, c'était pas de désinformer le public, mais c'est vraiment de rire. J'ajouterais aussi pour faire une critique sociale. Maintenant, la question qui tue. Pourquoi y a-t-il autant de gens qui croient ou diffusent de fausses nouvelles? Pour vous aider à mieux comprendre pourquoi n'importe qui pourrait croire à une fausse nouvelle, on va vous présenter quelques concepts clés de l'univers de la désinformation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lexique de l'outil Se prémunir contre la désinformation. Le lien est disponible sur la page web du balado, sur la page de la bibliothèque dans la section formation. D'abord, parlons de biais cognitifs. Il y a plusieurs types de biais cognitifs, mais ils ont en commun d'être souvent inconscients et ils nous détournent d'un mode de pensée rationnel, ce qui influence notre jugement par rapport à une information.
Citons quelques exemples. Il y a le billet de confirmation. C'est une tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues, puis à ignorer celles qui les critiquent ou s'y opposent. Il y a aussi le biais de croyance, qui est une tendance à croire une théorie, peu importe les arguments qui la soutiennent, si la conclusion répond à nos croyances ou à nos valeurs personnelles. C'est vraiment intéressant, la nuance là, entre les deux. On pourrait aussi nommer un troisième biais qui est l'effet de répétition. C'est une tendance à croire vrai une information qu'on entend à répétition plutôt qu'une information qu'on entend pour la première fois. Ah oui, le fameux « tout le monde le dit », ça doit être vrai. Exactement. Dans un même ordre d'idées, les deux prochains concepts sont intimement liés. D'abord, la bulle de filtre, c'est le phénomène par lequel l'information présentée est filtrée par le biais d'algorithmes en fonction des données qui sont collectées sur la personne. Quand on est dans une bulle de filtre, on est exposé à des contenus qui correspondent à nos préférences ou à nos opinions. Ensuite, il y a la chambre d'écho. C'est le moment où un individu se retrouve entouré de gens qui partagent les mêmes idées et c'est à partir de là qu'il a l'impression que tout le monde a les mêmes croyances et les mêmes idées que lui. Un autre concept, c'est le blanchiment d'informations. L'expression s'apparente volontairement au concept de blanchiment d'argent. En fait, ça désigne les pratiques journalistiques malhonnêtes qui visent à masquer la provenance de sources douteuses ou peu fiables en les cachant derrière une source crédible. Par exemple, un média québécois a publié une nouvelle concernant un bébé devenu aveugle suite à une prise de photo avec un flash. TVA a cité le Daily Mail, un tabloïd britannique, comme source. Quoique les articles de ce journal puissent parfois être douteux, ce n'est pas un journal qui produit des fausses nouvelles à proprement parler. Toutefois, si on remonte jusqu'à la source du Daily News, qui avait produit l'histoire qui a été transférée par TVA, en fait, on tombe sur un site web bourré de fausses nouvelles. Un autre concept, c'est le deepfake, qui est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer des fichiers audio ou vidéo déjà existants sur d'autres fichiers vidéo. Par exemple, le changement du visage d'une personne sur une vidéo ou l'audio, par exemple, pour reproduire la voix d'une personne et lui faire dire des choses inventées. Avec l'intelligence artificielle, il faut être de plus en plus vigilant au contenu puisque cela devient de plus en plus facile de créer ce genre de désinformation. Avant, on pouvait se fier davantage aux vidéos qu'on voyait. Ça paraissait quand c'était truqué. Mais maintenant, c'est vraiment difficile de le déceler. On va terminer avec l'astroturfing. Le terme est né en 86 et on le doit à un sénateur texan qui, pendant une campagne électorale, avait reçu de très nombreuses lettres qui venaient de ses électeurs. Eux s'inquiétaient d'une nouvelle proposition politique. Surpris d'avoir autant de lettres sur le sujet, il a fait quelques recherches puis il s'est rendu compte que toutes les lettres provenaient d'une entreprise qui était concernée par cette nouvelle politique-là. Un peu plus récemment, en 2018, une compagnie d'électricité à la Nouvelle-Orléans a déjà engagé des acteurs pour que ceux-ci aillent manifester devant le conseil municipal de la ville pour la construction d'une nouvelle centrale. L'astroturfing, c'est une manipulation pour faire croire qu'il y a un mouvement citoyen derrière des revendications, alors que c'est un groupe ou une personne qui a des intérêts qui se cachent derrière ce mouvement-là. Oui, puis aujourd'hui, on est ailleurs dans les techniques de manipulation. Oui, tu as raison. Si en 1986, ces manipulateurs optaient pour l'envoi de lettres, aujourd'hui, on se tourne dans la création de communautés virtuelles en créant des centaines, voire des milliers de comptes fictifs qui vont appuyer ou s'opposer à une politique, par exemple. Ce qu'on voit de plus en plus dans ce domaine, c'est des plateformes numériques qui créent des faux profils à l'infini. Puis la dite plateforme permet d'animer de façon automatique ces profils-là.
Ces comptes peuvent se concentrer à commenter une publication pour laisser croire à un mouvement d'appui à un politicien ou de dénonciation. Donc, ce sont des robots, en fait, qui sont programmés pour répondre à ces publications-là. En bref, personne n'est à l'abri de se faire prendre par une fausse nouvelle. Les techniques sont de plus en plus sophistiquées. Il faut rester vigilant. C'est important de bien s'informer, de comprendre les enjeux qui peuvent se cacher derrière l'information qu'on consomme. Comme on le verra un peu plus loin, si la nouvelle suscite chez vous une émotion, c'est le temps de se poser des questions. Merci aux auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous retrouve dans le prochain épisode dans lequel il sera question du processus de production de l'information. À bientôt!